atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi mësu fee xew askan wi yëpp a bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi. Bonjour chers internautes, soyez les bienvenus dans votre chaîne YouTube Oubani TV. Alors aujourd'hui, mercredi 27 juillet 2022, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Justine Manga, qui est la maire de Niassia. Alors Madame la maire, bonjour. Bonjour. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous laissons vous présenter aux internautes qui nous suivent. Merci, je m'appelle Madame Bassène Justine Manga. Je suis la mairesse de la commune de Niassia. Si Madame la mairesse est cette dame qui a toujours travaillé pour le développement de cette commune. Parce que depuis 2019, après mes études universitaires, je suis revenue ici au Bercail et je suis restée. Juste une manière, parce qu'en son temps, c'était les femmes qui s'activaient un peu avec une organisation qui s'appelle Soforal, qui vraiment, après avoir observé une petite accalmie dans la zone, ils ont jugé nécessaire d'intervenir dans la commune parce que vraiment les gens vivaient dans la précarité. Donc Niassia a 25 villages, donc tous les villages intégrés s'étaient déplacés. Il ne restait que les villages qui se trouvaient sur la départementale qui va jusqu'au Cap Skirring. Donc imaginez-vous ce qui se passe, tous les autres sont déplacés pour venir rejoindre ces villages, d'autres sont partis en Guinée-Bissau, d'autres sont partis en Gambie, donc la population était éparpillée un peu partout. Donc il fallait chercher une alternative pour vraiment aider ces populations, surtout ces femmes, à subvenir aux besoins de leur famille. Donc j'ai trouvé que la structure a démarré, a commencé à intervenir ici. Maintenant, mon constat était qu'il y avait un problème de répondant, parce qu'on sait nettement qu'à cette période, une femme qui a un niveau bas ou plus ne pouvait pas rester dans cette zone, elle est soit à Ziguinchor, soit à Dakar. Donc quand je suis revenue du coup, je sentais que vraiment l'utilité de rester pour vraiment aider ces femmes, parce que j'étais en ce moment, même au niveau arrondissemental, j'étais en ce moment la seule femme qui résidait dans la zone qui a un niveau universitaire. Donc j'ai pris la décision de rester, ça a été très difficile pour moi parce que vous connaissez un peu la famille, donc je suis l'aînée de la famille, donc je devais être la personne qui devait, après mes études, trouver du travail pour subvenir aux besoins familiaux. Mais j'ai pris la décision, la lourde décision de rester ici et d'aider les femmes en n'espérant rien au départ. Donc ça a été un coup dur pour ma famille, donc pour mes amis, on m'appelait partout, mais toi est-ce que tu es normal? Après tes études, tu vas après tes études professionnelles, j'ai un bac plus 2 en commerce international. Tu vas rester au village pour dire que oui, tu peux rester là-bas et le travail peut te trouver là-bas, ça c'est inadmissible. Mais quand même, j'ai eu le courage de rester et d'encadrer les femmes. Et à chaque fois que je faisais ce travail, donc j'ai trouvé du plaisir de servir mes siens. Surtout, c'était ça le plaisir pour moi, de servir mes siens. Ok. Donc je suis restée jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai démarré à travailler avec les femmes, en investir dans le développement. Donc à un certain moment, la structure qui est au Soforal m'a recruté parce qu'on avait fait de très bonnes choses ici à Niassia qui leur permettaient aussi de le dupliquer ailleurs. Donc j'ai travaillé pendant 7 longues années à Soforal, toujours en me battant aussi à chaque fois qu'il y a des partenaires qui sont là dans la région, dans le département. Je m'approchais pour permettre à ces partenaires vraiment de les orienter dans la commune. Et surtout aussi au Soforal, vraiment beaucoup de leurs projets, les ont orientés dans la commune, vraiment parce que les projets, il faut les défendre. Donc je me dépends des becs et ongles pour que vraiment beaucoup de projets puissent venir au niveau de la commune. Et jusqu'à présent, nous continuons à bénéficier de ces projets. Donc voilà un peu cette dame qui est Justine, aujourd'hui la mairesse de Niassia. Donc la commune de Niassia a 25 villages, comme je vous l'ai dit. Il va de Toubacouta, on est frontalier à Bitopa Kamrakunda et Niadis. Donc de Toubacouta, il y a le village de Toubacouta, Bofa, Bougouillou. Donc vous venez de ce côté-ci, il y a Kadik qui est frontalier avec la Guinée-Bissau. Donc nous on est frontalier à la Guinée-Bissau.
Donc de ce côté-ci, on est aussi frontalier à la commune de Enampor. Donc nous sommes frontaliers, je pense, à peu près à 4 communes qui sont Niaguis, Boutoupa-Kamrakunda, et à 3 communes, Niaguis, Boutoupa-Kamrakunda et Enampor. Donc nous avons 25 villages aujourd'hui, mais aujourd'hui nous sommes les 3 villages sont déplacés. Donc il y avait 5 qui restaient, mais pour cette année il y a un, Mahamda, qui est revenu. Donc les gens ont commencé à construire, d'autres ont fait des rues. Donc il y a 3 villages qui sont Bougnac, que ce Sénégal, Badam et Badem, qui ne sont pas encore de retour. Donc vraiment, nous nous battons pour que vraiment tous ces villages puissent revenir et que la commune soit recomplète. J'ai vraiment un sentiment de satisfaction parce que je me dis, pour toutes ces années dont je me suis battue, je me suis investie vraiment à aider cette commune à se développer. Donc cela a montré que les gens ont eu confiance en moi. Donc les gens se sont dit que celle-là, c'est la vraie personne, donc elle peut porter cette commune parce qu'elle s'est toujours battue, elle a toujours été là aux côtés de la commune. Mais quand il y a quand on doit choisir entre la commune et ses propres intérêts, elle choisit toujours les intérêts de la commune. Donc ça doit être une femme au moins qui peut porter la commune. Et surtout les femmes, c'est une couche qui est très très sensible. Quand les femmes sont bien structurées dans une commune, vous voyez que vraiment beaucoup de choses peuvent aller facilement. Donc ma base aujourd'hui c'était les femmes. Comme je dis, encadrer les femmes. Aujourd'hui quand vous venez dans cette commune, on vous dit vraiment chapeau aux femmes. Donc tout ça grâce à un travail que j'ai eu à faire, à pouvoir mobiliser les femmes, à pouvoir établir une très belle communication qui nous permet en moins de 48 heures, s'il y a une information, de le passer à tout le monde. Donc cela a fait que surtout ça a commencé avec les femmes qui ont vraiment eu confiance en moi, ils se sont dit. Donc nous avons quelqu'un qui est en train de diriger notre structure, de bien gérer les choses. Et on pense nettement que cette personne peut gérer la commune. Parce que ce sont toujours les hommes qui ont toujours géré la commune. Mais je pense qu'il est temps de changer. Et je pense que les hommes aussi l'ont compris. Parce qu'ils m'ont vu faire, ils m'ont vu pratiquer, ils m'ont vu travailler dans cette commune. Ce n'était pas un hasard. La commune de Niassia a beaucoup de difficultés. Je dis même que les difficultés sont beaucoup plus importantes que ce que nous avons comme peut-être de bonheur et autres. C'est très peu. Je peux dire dans 100% de nos problèmes, donc peut-être 10% seulement ont été réglés. Mais les 90% sont là intacts. Donc vous savez que la commune de Niassia a été très touchée par le conflit. Il s'est situé au long de la frontière avec la Guinée-Bissau. Donc c'est évident qu'avec le conflit, on était très touchés. Donc ce qui fait qu'en ce temps, aucune structure, aucun partenaire, même l'État n'osait pas faire des investissements au niveau de Niassia. C'est pourquoi des fois j'ai toujours l'habitude de dire quand je rencontre des partenaires ou bien les différents chefs d'agence, je leur dis Niassia est une particularité. Parce que nous sommes restés plus de 30 ans, au moment où d'autres zones étaient en train d'être développées, nous Niassia on est restés sans développement. On n'avait rien, personne ne voulait investir dans cette commune. À un certain moment, il y avait les ONG qui tentaient tant bien que mal, Kabon Ketor, et qui tentaient tant bien que mal de venir intervenir ici. Mais dans ce temps, personne n'osait venir. Même l'État n'osait faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de nous privilégier. Parce qu'au moment où d'autres se développaient, nous, on était en difficulté. Donc aujourd'hui, je pense que c'est cet appel que je lance toujours à l'État. Que l'État doit avoir un regard dirigé vers nous. Surtout nous, les communes qui sont sur la frontière, l'État doit avoir un regard tourné vers nous parce que nous avons vécu des moments très difficiles. Donc il est temps que l'État vienne nous aider à soigner ces blessures. Donc les difficultés que nous avons au niveau de cette commune, la première des choses, aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans électricité. Et ça a toujours été un cri de cœur. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi depuis 1974, le premier village de Niassia a été électrifié en tant qu'arrondissement. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement l'année passée que Bandé a eu la bonne volonté d'électrifier son village qui est Darsala. Mais sinon, depuis 1974, c'est seulement Niassia qui a été électrifié. Et on est sur tous les villages, la majeure partie des villages sont surplombés par la moindre tension qui va jusqu'au Cap Siri. Et alors que jusqu'à présent, on ne peut pas être électrifié. Nous disposons, nous avons au moins, je pense, 3 à 4 transformateurs qui ont été installés dans cette commune. Il y a l'usine santé qui a fait des centres transformateurs. Les 2 antennes Tigo. Mais jusque-là, même ces villages où se trouvent les transformateurs ne sont pas électrifiés. Je me dis à chaque fois que nous, pour nous électrifier, c'est très facile parce que déjà, si vraiment ces transformateurs peuvent supporter vraiment l'électrification de 1 ou 2 villages, ça devait faire notre affaire. Donc c'est pourquoi vraiment, je le dis avec amertume,
le fait que Niassia, juste là, la commune de Niassia n'est pas électrifiée, surtout les villas qui sont sur le long de la route. Si peut-être on nous disait que peut-être certaines villas sont en profondeur, mais nous, la profondeur des villas n'est pas aussi loin. Parce que les villages, le maximum des villages, c'est 10 km. De la route, par exemple, de Dar Salam, les villages qui sont à partir de Dar Salam jusqu'à Kaléa, les villages qui sont à l'intérieur, le maximum c'est 10 km. Vous prenez la route d'un parc de Ziguinchor en parc, les autres villages d'autres zones de la commune qui se situent dans ce parage, ça ne fait même pas 2 ou 1 km pour chaque village. Je pense que nous électrifier, c'est facile. On voit dans certaines communes, on voit des villages qui font 20 à 30 km de la commune. Mais nous, ce n'est pas le cas. Je pense que nous sommes une commune qui est facile à électrifier. Donc nous demandons à l'État de mettre la volonté. Vraiment, il suffit tout simplement de mettre de la volonté et Niassia sera électrifié en un clin d'œil. Donc autre chose aussi, c'est l'eau. Donc les femmes sont confrontées à un problème d'eau. Et Dieu merci, nous avons bénéficié avec OFOR d'un château d'eau qui est mis au niveau de Djalam qui va desservir la zone qu'on appelle la zone de Essine et la zone de Kagit. Mais il nous reste d'autres zones, une autre zone qu'on appelle le Bayt Est dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se trouve sur la ligne Ziguinchor-Parc, Katouré, Toubacouta, Bougou, Bofa, et Bofa, donc dans son ensemble, avec ses petits amants qui sont Bissanoum Manjak et Bissanoum Peul. Toute cette zone n'a pas d'eau. Les femmes éprouvent des difficultés pour avoir de l'eau, surtout en cette période. Beaucoup de puits sont taillés. Dieu merci, on est en période hivernale, mais à partir du mois de mai-juin, les gens vous nous disent que nous n'avons plus d'eau. Des femmes font 1 à 2 km pour aller chercher de l'eau. Je pense qu'à l'époque où nous sommes aujourd'hui, cela est inadmissible. Donc, tantôt je peux discuter avec un partenaire, je lui disais, même si on met là-bas un château d'eau, parce que comme les châteaux d'eau varient, donc ça ne demande pas qu'on mette un grand château d'eau. On met tout simplement un château d'eau vraiment d'une capacité moyenne, ça peut desservir les 3 villages qui sont là. Donc ça aussi c'est vraiment une priorité aussi. C'est des projets urgents qui sont là parce que l'eau ne peut pas attendre. Les gens en ont besoin. Donc quand une femme n'a pas à sa disposition de l'eau, il est très difficile pour elle de s'épanouir, il est très difficile pour elle aussi d'aller faire autre chose. Alors qu'aujourd'hui au niveau de Niassia, je pense que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'alléger les travaux des femmes pour les permettre aussi d'aller faire autre chose parce que la majeure partie des femmes sont formées en transformation. Nous avons une unité de transformation de produits locaux. Donc ça nous permettra, si les femmes ont du temps, leurs travaux sont allégés, elles peuvent aller au bloc maraîcher, revenir faire leur cuisine et aller faire la transformation. Donc s'ils n'ont pas d'eau, donc ça, là c'est problématique. Donc c'est pourquoi vraiment l'eau est indispensable. Nous lançons aussi un appel à l'État de venir nous régler ce problème parce que c'est presque cette zone, la seule zone qui nous reste. Et peut-être au niveau de Niassia, le premier château d'eau que nous avons bénéficié, je pense que du temps du PS, donc a des problèmes aussi pour desservir certains villages qui font 2 à 3 km de Niassia. Parce que c'est vrai que peut-être au départ, quand ils mettaient en place ce château d'eau, ils n'avaient pas pris en compte ces villages. Donc quand on a voulu faire l'extension avec l'aide d'un partenaire, l'extension a été déjà faite, mais ces villages peinent à avoir de l'eau. Ces villages qui sont Kadjélé, Aiguman, Kassoulou, donc ils peinent à avoir de l'eau. Aujourd'hui, Bazéré est reparti aussi, ils ne sont pas branchés. Et je pense que là-dessus, on est en train de trouver une solution parce que le village de Niassia se trouve un peu en basse altitude et l'autre est... Les autres villages sont en hauteur, donc il est très difficile aussi à ce forage de pouvoir alimenter cette zone. Voir comment peut-être aussi on peut mettre un petit forage qui va alimenter ces quelques villages. Donc pour vraiment nous permettre aux femmes de pouvoir bénéficier d'eau. Donc à part ça, la troisième chose que je veux dire, c'est les pistes. Donc comme je vous ai dit, on est touché par le conflit, cela a fait que beaucoup de nos pistes n'existent plus, qui reliaient tous les villages, tous les secteurs de la commune. Aujourd'hui, un des secteurs de la commune qui est le Bayt Est, qui se trouve toujours sur comme je vous l'ai tantôt dit, sur la ligne Ziguinchor-Parc, est coupé de la commune. Donc pour venir à Ziguinchor, les populations de ces villages, de Bofa, de Bougou, de Toubacouta, de Katouré, sont obligées de faire le tour. Traverser la commune de Boutoupa, traverser la commune de Niadis, traverser la commune de Nampor avant d'arriver à Niassia. Donc ils sont obligés de faire le tour. Et cela nous fait perdre énormément de temps. Ce qui fait que quand nous devons tenir un conseil au niveau de cette commune, on est obligé d'attendre jusqu'à 11 h pour permettre à ces gens de pouvoir faire le voyage, parce que le voyage n'est pas facile. Ou bien des fois la municipalité est obligée de mettre à la disposition de ces gens le véhicule de la mairie pour pouvoir vraiment permettre à ces gens de voyager parce que le voyage est très coûteux.
Donc c'est pourquoi nous voulons vraiment avoir des pistes. Nous avons des raccourcis qui ne nous font même pas 10 km. Donc à partir de Dar Salam, on peut avoir une raccourci, une route qui part de Dar Salam juste à cette route nationale de Mpak. Dar Salam en passant par Katouré, Toubacouta et ça sort sur la route de Mpak. Ça nous permet une raccourci. Donc il y a aussi l'autre piste qui nous est vraiment très... Certes, il n'est pas coupé, cette zone n'est pas coupée de la commune, mais la route est impraticable. La piste est impraticable et ça a été une vieille doléance. À chaque fois, on nous dit oui, le projet est là. Une année même, il y a 2 ou 3 ans, AGETIP était là, soit disant que le marché a été octroyé par AGETIP. Ils sont venus, ils ont amené quelques matériels. Après un certain temps, ils ont disparu jusqu'à aujourd'hui. C'est la piste qui va de Djama à Kadi. Qui va aujourd'hui à Kadi. Ce qui se passe à Kadi, l'agriculture qui se fait à Kadi, tout ce qu'il y a comme fruit à Kadi, nous éprouvons vraiment de grandes difficultés à pouvoir sortir cette production, surtout en période hivernale. La route de Kadi est impraticable. Impraticable. Vraiment, nous lançons un appel à l'État de nous aider vraiment à faire sortir, à désenclaver nos zones pour nous permettre vraiment de bien développer notre commune. Parce que si vous devez tenir une réunion qui doit normalement démarrer à 9h, vous êtes obligé de rester jusqu'à 11h. Parce qu'à Kadi, par exemple, en cette période hivernale, les clans n'y vont pas. Parce que si tu vas là-bas, tu reviens, tu vas chez le mécanicien. Donc je pense que ce n'est pas intéressant. Vraiment, on souhaiterait que vraiment, on ne sait pas ce qui est. Jusqu'à là, on est en train de chercher pour voir ce qui est le blocage par rapport à ce projet. Et je pense qu'on va le trouver. Et nous lançons un appel à l'État de venir nous aider. Et aussi, peut-être après ça, c'est d'autres pistes aussi intérieures qui sont aussi importantes, qui fait que certains de nos villages sont inaccessibles. Si on pouvait avoir ces pistes intérieures aussi, ça pourrait nous aider. Donc quand tu prends l'exemple de quartier, quand ils construisaient là-bas une mosquée, donc ils ont fait 4 chargements. Mais les 4 chargements, c'est chaque chargement son chauffeur. Parce qu'un chauffeur qu'on amène là-bas, il va là-bas, il revient, il repart pas là-bas. Donc ce serait une bonne chose de prendre une piste qui commence à partir d'un parc, qui passe à partir de Bissanou-Peul, Bissanou-Manja, ça va jusqu'à Bofa, ça va jusqu'à Bouhouyou, ça sort au niveau de Toubacouta. Ça permet aussi à ces villages d'être connectés. Quand quelqu'un veut aller à Bouhouyou, à Bofa, il quitte Toubacouta rapidement, il peut partir. Même quelqu'un qui quitte la commune ici, il passe par Dar Salam et il arrive à Toubacouta, il va directement à Bouhouyou et à Bofa, sans aucun problème. Donc ces pistes intérieures aussi, on en a vraiment besoin. Il y a aussi une piste que j'appelle souvent la boucle du Bayot. Au niveau de l'intérieur, au niveau du Bayot, on a ces problèmes. Quand tu prends en période hivernale, on a des difficultés pour faire les villages Kassoulou, Kadjene et Djouma. Donc si on parvenait à avoir une piste qui partait d'Etomé, Kassoulou, Kadjene et Djouma et ça ressort à Niassia, donc ça nous permettrait un peu de faire le boucle parce qu'il y a déjà Bazere qui est là. Donc ça nous permettait surtout lors du boucle, c'est en ce moment qu'on avait vraiment senti le besoin de cette piste. Parce que les plans d'eau, les gens accédaient difficilement avec le bagage et ça nous a créé beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est une petite piste aussi, si on peut en bénéficier aussi, ce sera une bonne chose pour nous. Voilà. Si je viens au niveau de la jeunesse, quand on parle d'une commune, d'une population, la première des choses c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse c'est la couche la plus importante. Mais nous ici, je ne peux pas te dire qu'au niveau de cette commune, il y a par exemple un foyer des jeunes dignes de son nom, où les jeunes quand ils veulent peut-être organiser leurs activités, ils puissent aller dans cette salle pour l'organiser. Dans toute la commune, dans toutes les 4 zones de la commune, il n'existe pas. S'il existe, c'est des petits foyers qui sont construits en banco, qui sont là. Certains jeunes avaient démarré, mais ça peine à finir. Donc ça, vraiment aussi, pour une jeunesse, je pense que c'est inadmissible. Avoir une jeunesse, cette jeunesse n'a pas de lieu d'épanouissement, vraiment, on ne peut pas parler d'une jeunesse. Parce que quand on parle de jeunesse, au moins on doit avoir des foyers socio-culturels dignes de son nom, qui permettent à ces jeunes de s'épanouir, à ces jeunes de mener leurs activités dans ces sièges. Même quand ils ont des réunions, ils ne savent même pas où les tenir. Peut-être c'est les femmes qui disposent d'un siège qui leur permet d'aller tenir leurs activités, ou bien elles tiennent leurs activités au niveau des écoles. Et les écoles ne sont pas faites pour des activités socio-culturelles. Donc je pense que cela aussi, je pense qu'on lance un appel à l'État. Nous avons 4 zones. Donc même si on peut pas, cette zone ne peut pas bénéficier du TICOTAC, mais quand même qu'on ait vraiment un grand centre socio-culturel qui permet vraiment à toutes les jeunes de la commune de se voir là-dessus. Même des terrains de football, on n'en a même pas. Ce sont des terrains qui sont soi-disant terrains.
Donc c'est seulement avec le PNDR qu'on a eu à construire ici le terrain de Niassia qui est là, qui certainement cette année il sera, on va commencer à l'utiliser. Mais c'est juste une clôture. Il n'y a pas de stade, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi on aimerait vraiment, la dernière fois j'ai discuté avec les jeunes. Je le dirais en tout cas, je vais chercher les voies et mains pour qu'on puisse avoir au moins, même ne serait-ce qu'un petit stade qui vous permet d'avoir là-bas aussi une grande salle, des vestiaires. Ces salles vont vous permettre à chaque fois que vous avez besoin de faire vos activités de réunion et autres, vous pouvez les faire là-dedans. Au lieu à chaque fois, vous êtes obligé d'aller demander les lieux pour faire vos rencontres. Et je pense que peut-être l'État aussi doit nous accompagner là-dessus parce que les gros investissements, c'est l'État qui les fait d'habitude, donc il peut nous aider là-dessus. Donc c'est dans ce cadre pour la jeunesse. Je reviens un peu dans le domaine de l'agriculture aussi. Le domaine de l'agriculture ici, c'est toujours, comme je l'ai dit, on est toujours dans une période, je ne sais même pas comment le dire. Parce que nous, on a trouvé nos grands-pères qui cultivaient avec le Kadian. Nous avons vu nos papas cultiver avec le Kadian. Et aujourd'hui, nous, on veut cultiver avec le Kadian à l'ère où nous sommes. Au moment où il existe des machines, tout ce qui peut faire l'agriculture. Ici, au niveau de la commune, la commune ne dispose même pas de machines, de tracteurs. Ni tracteurs, ni motoculteurs. Peut-être certains avaient bénéficié de motoculteurs, mais la majeure partie sont en panne. Ils sont inutilisables. Mais nous n'avons jamais bénéficié d'un tracteur qui peut nous permettre vraiment de faire une agriculture à grande envergure. Cette année, on est obligé d'emprunter des tracteurs. Je suis en train de faire un grand champ de maïs, mais je suis obligé d'emprunter un tracteur. Mais pour les avoir, c'est totalement un problème. Il est venu me cultiver avant-hier. Aujourd'hui, hier, il n'était pas là. Aujourd'hui, il n'est même pas là. Je suis obligé de faire une gymnastique. Est-ce que cela peut m'aider à faire mon agriculture? Pas du tout. Je pense que si la commune disposait au moins, même 1 ou 2 tracteurs, ça va nous aider. Et des motoculteurs aussi, parce qu'il y a certaines zones, comme nous sommes dans une zone de forêt, il y a dans certaines zones où le tracteur ne peut pas cultiver. On est obligé d'utiliser les motoculteurs pour vraiment faciliter l'agriculture. Je pense que nous en avons vraiment besoin. Nous en avons vraiment besoin. Tant qu'il n'y a pas, cette agriculture n'est pas moderne, vraiment on ne peut pas parler d'agriculture dans cette zone. Il y a des fermes qui sont en train d'être faites ailleurs. Nous, on en avait, en certains temps, on devait avoir, on nous avait parlé d'une ferme Amida, dont on avait déjà eu l'espace. Mais jusqu'à nos jours, on n'entend plus parler de cette ferme. Nous aussi, au niveau de Niassia, nous avons des jeunes qui sont formés dans le domaine. Même s'il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas diplômés. Si on disposait de cette ferme, ça aurait permis à ces jeunes de s'adonner à l'agriculture, au maraîchage et à l'arboriculture et tout et tout. On en a vraiment besoin. Beaucoup de jeunes sont là qui traînent. D'autres, après les études, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas trouvé d'emploi. Je pense que si l'État nous aide, nous avons de l'espace. Si l'État nous aide dans le domaine de l'agriculture, l'État accompagne les jeunes dans le domaine de l'agriculture, vraiment, on est vraiment preneur. Et je pense que je suis en train de chercher les voies et moyens pour voir comment on peut avoir vraiment garanti un fonds qui peut permettre aux jeunes vraiment qui veulent s'adonner à l'agriculture de pouvoir vraiment s'investir dans ce domaine de l'agriculture. Donc quand je parle d'agriculture, c'est aussi avec grand A, donc il y a l'élevage qui est. Donc autant quand vous venez ici avant le conflit, cette zone était une zone d'élevage. Il y avait beaucoup de bœufs. Beaucoup de bœufs. J'étais jeune, mais je savais que dans cette zone du Baïkou que je maîtrisais, partout où tu allais, dans chaque famille où tu allais, il y avait 1 ou 2 troupeaux. Je te dis dans chaque famille. Je ne te parle pas de village. Il y avait 1 ou 2 troupeaux. Mais avec l'événement, tout a disparu. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, vraiment, l'élevage est très problématique ici. Et il n'y a pas d'encadrement dans ce domaine. On voudrait vraiment un élevage vraiment bien encadré qui nous permet vraiment de gagner notre pain. Ce n'est pas seulement les bœufs, il y a l'élevage de bœufs, l'élevage de porcs, l'élevage de moutons et autres. Tout peut être pratiqué. Tout peut être pratiqué dans cette zone. Du moment où, avec les moutons surtout, nous avons des problèmes avec lors de la tabaski, à chaque fois, il faut que les moutons nous viennent d'ailleurs. Je pense que l'État peut aider, peut accompagner les communes dans ce sens, dans ce domaine, à être vraiment indépendant du point de vue de l'élevage. Donc il y a certaines personnes, certains jeunes qui se battent tant bien que mal, surtout dans l'agriculture, l'élevage de poulet de chair. Mais je pense que s'ils ont de l'accompagnement, il y a d'autres qui veulent le faire, mais c'est un problème on manque d'accompagnement. Si vraiment ils disposent d'un accompagnement, je pense qu'ils vont y arriver. Il y a aussi le domaine de la pêche.
Nous avons nos pêcheurs qui sont là, il y a un frontalier à la commune de Oukou, la commune de Centre-Romanger avec le pont Nyambala. Donc il y a beaucoup de pêcheurs qui pratiquent la pêche. Mais certains veulent vraiment peut-être agrandir leur activité, mais ils ont des difficultés avec le matériel de pêche et autres. Et pourtant, chaque année, certes, les gens bénéficient de ça. Donc je pense qu'il faudra vraiment orienter. Comme je l'ai si bien dit, on est vraiment, nous sommes des communes jeunes, parce qu'on était 30 ans en arrière, on ne se développait pas. Donc on vient de se relever. Donc je pense que nous avons besoin d'être accompagnés dans ce domaine aussi. Donc il y a le domaine de la santé aussi, qui est vraiment, quand on parle de vie, on parle de santé. Mais c'est vrai que nous disposons de 3 postes de santé, la commune. Mais certains, c'est le nom, ils sont de nom. Peut-être le seul de Niassia qui a un poste de santé, qui a un logement de l'ICP, il manque le logement aussi de la sage-femme, parce que nous avons une ICP et une sage-femme. Mais à Kagit, par exemple, c'est un nom, parce que c'est un bâtiment qui est construit en banco. Donc, quand ça dure, donc le bâtiment commence à se détériorer. Donc là-bas, nous avons besoin de construire un poste de santé. Nous avons cette année une sage-femme. Donc il faut construire un poste de santé et construire des logements pour la sage-femme et pour l'ICP. Donc là-bas, vraiment, on en a besoin. À Toubacouta, par exemple, aussi, c'est un nouveau poste de santé aussi. Donc autant c'était un petit dispensaire qui était construit. Donc quand on doit passer normalement à un poste de santé, je pense que c'est une nécessité vraiment d'avoir le dispositif, les bâtiments qu'il faut, aussi les logements pour le personnel qu'il faut. Donc ça aussi, ça nous manque. À Toubacouta, il n'y a pas d'ambulance. Bien vrai qu'à Kagit aussi, il y avait des problèmes d'ambulance, mais Dieu merci, Bouka nous a vraiment doté d'une ambulance les temps passés. Mais il reste Toubacouta qui n'a pas d'ambulance. Ils sont obligés de se rabattre au niveau de Boutouka Kamarakounda, donc au niveau du poste de santé de qui a une ambulance. À chaque fois qu'il y a un malade, ils sont obligés de se rabattre là-bas pour qu'au moins cette ambulance puisse évacuer le malade. Donc on est là, donc sans rien faire, alors que c'est notre commune, ça fait partie de notre commune, ce sont nos citoyens, donc on doit pouvoir faire quelque chose dans le domaine de la santé. Et aussi, je vous parle de 3 postes de santé, mais nous n'avons pas de mort. C'est vrai que les gens disent que oui, quand tu parles de mort, quand tu le construis, tu seras la première. Ça, c'est des choses que moi, je ne parle même pas de ça. Je pense que la vie d'une personne dépend de Dieu. Voilà. Maintenant, comme c'est un projet qui est venu, qui est là, donc le besoin est là. Et je pense qu'il est très urgent qu'au niveau de Niassia, que nous ayons vraiment une petite mort qui nous permet à chaque fois que nos parents, vraiment, nos amis, nous quittent, qu'on les garde là-bas en attendant de les enterrer. Parce que vraiment, on est fatigué. Nos JCP sont fatigués, les chevaux des ambulances sont fatigués. Chaque fois qu'ils amènent un corps à Ziguinchor, il faut faire le tour de Ziguinchor avant de trouver le même. Des fois, les hôpitaux sont pleins. On est obligé d'aller des fois vers les mosquées qui sont à Ziguinchor pour pouvoir garder le corps. Donc, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui aussi pour que vraiment nous ayons cette mort au niveau de la santé. Aussi au niveau de l'éducation aussi, nous avons quelques manquements, surtout avec les clôtures des écoles. Dans certaines écoles, vous allez comme l'école par exemple l'école de Djoher, il y a l'école de Bakonou, c'est des routes. On met des routes au milieu des écoles, à l'intérieur des écoles. Alors que nous connaissons aujourd'hui l'avènement des Jakartamans. Un élève qui peut sortir de la classe avant de traverser le Jakarta et arriver. Donc vous voyez combien de fois c'est dangereux. Nous avons ces écoles qui sont là sans clôture. Il y a le CEM de Dialan qui est à côté de la route départementale qui va vers le Cap Skirring, sans clôture. Donc à Bofa aussi l'école est là sans clôture, c'est la même chose, c'est une route qui coupe l'école au milieu. Et je pense que vraiment ça aussi, ça demande à ce que vraiment qu'on ait vraiment une intervention dans ce domaine, que ces écoles soient vraiment clôturées. Nous avons un nouveau lycée qui est là, qui n'a pas assez de bâtiments parce que le lycée c'était le CM de Niassia qui a été transformé en lycée. Donc du coup c'est de la 6e en terminale, donc c'est long. Donc ça demande aussi assez de renforcer des bâtiments. L'année passée, le conseil départemental nous a donné 2 bâtiments, 2 salles de classe. Et je pense que si aussi on pouvait bénéficier, on est en train de se battre pour voir comment on peut bénéficier de d'autres bâtiments. Il y a aussi le terrain qui n'est pas viabilisé. Donc ils sont obligés de venir au terrain de foot, soit de Niassia, soit de Etomé, pour faire des activités sportives. Et je pense aussi, pour tout ce que je viens de dire, peut-être qu'on ne peut pas dire tout, mais quand même les points clés, ce qui est vraiment plus essentiel,
je pense que j'ai eu à le toucher. Et peut-être un aspect dans le domaine de l'éducation, l'année passée, j'ai observé un phénomène qui ne m'a pas plu du tout. Parce qu'au niveau de la maternelle, la plupart du temps, nous avons une seule maternelle où l'État a envoyé 3 enseignants. Mais les autres, c'est des cases, donc ce sont des villageois qui se débrouillent pour vraiment aider, pour vraiment se cotiser, pour pouvoir payer les gens qui encadrent ces enfants. Mais l'année passée, on avait décidé à ce que les autres enseignants qui sont là, qui sont qualifiés, qui parviennent à encadrer les autres qui sont dans les écoles des cases des plus petits. Mais ils ont encadré, après l'État les a intégrés. Malheureusement pour nous, après intégration, l'État les a affectés ailleurs. Donc cela veut dire que nous, on est reparti à la case départ. On est obligé de recruter d'autres alors que nous avons des difficultés pour motiver ces gens-là. Ce qui fait qu'à un certain moment, certains démissionnent. Donc je pense que nous demandons à l'État vraiment de nous envoyer, aussi de nous affecter des enseignants pour ces cases les plus petites. Parce que nous n'avons, dans toute l'étendue de la commune, nous n'avons qu'une seule case qui a 3 enseignants qui sont affectés par l'État. Tout le reste, c'est des gens, c'est des volontaires qui sont en train de faire le travail. Et j'ai demandé à ces enseignants de continuer à encadrer les autres qui sont là, afin qu'une fois aussi, si l'État ne nous envoie pas, si une fois que l'État les intègre, que l'État puisse nous les laisser ici. Mais avant cela, on aimerait vraiment que l'État nous envoie des gens, ou bien nous permet de former ces jeunes qui sont déjà lancés, afin qu'ils puissent les intégrer pour vraiment servir leur vie. Et aussi au niveau de ces maternelles, nous n'avons pas de maternelle digne de son nom. Quand vous allez dans certaines zones, on les a logés au niveau des écoles élémentaires. Pour ne pas laisser qu'il n'y ait pas de maternelle dans le village alors qu'il y a beaucoup d'enfants. En Cadet, par exemple, il n'y en a pas. Tous les maternelles sont logés au niveau des écoles. Donc je pense que quand on parle d'une maternelle, il doit vraiment avoir un dispositif digne de son nom. Donc la commune en a vraiment besoin. Je pense que là-dessus, vraiment, l'État on n'en a pas bénéficié. Parce que tous les cases des tout petits qui ont été construits au niveau un peu partout dans les zones du temps de Ablaïwa, nous n'en avons pas bénéficié. Ces cases que nous disposons sont des partenaires qui nous les ont offerts. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, c'est de nous aider à avoir vraiment des enseignants qualifiés, ou bien à nous aider vraiment à intégrer ces gens qui sont donnés de manière volontaire, afin qu'ils puissent rester et continuer à servir la commune. Et là, je pense que de manière ramassée, c'est ce que j'avais vraiment à souligner comme vraiment problème au niveau de cette commune.